Les violences conjugales, je précise, tout de suite, qu'on parle là, de violences, qui ont lieu, dans le cadre, de 2 personnes, qui ont une relation sentimentale. Donc ça ne concerne pas toutes les violences, à l'égard, de la famille et toutes les violences intrafamiliales. Aujourd'hui, on se focus et c'est mon slide numéro 2, sur les violences conjugales. Donc, il faut l'existence entre l'auteur et la victime d'une relation sentimentale. Donc, ça peut concerner, en revanche, un large panel, hein. On peut être marié, pacsé, en concubinage, ou même séparé, puisqu'il y a comme ça cette circonstance aggravante que l'auteur soit ou ait été l'époux, le partenaire de Pacs ou le concubin de la victime, ou l'épouse d'ailleurs, parce que les violences conjugales, ça peut être dans les deux sens. Donc effectivement, là, on est vraiment sur des violences dans le cadre d'une relation sentimentale. Les violences pouvant être naturellement de plusieurs types, hein. On a des violences verbales, des violences physiques, psychologiques, sexuelles, administratives et ou économiques. Et on a aussi aujourd'hui des cyberviolences, hein. Vous devez en avoir entendu beaucoup parler, et du coup le droit évolue. Et nous avons là-dessus, je vous en parlerai tout à l'heure, des dispositifs pour permettre de mettre en exergue ces cyberviolences. La question qui se pose lorsqu'on est victime de violences conjugales, c'est qui contacter dans l'urgence. C'est ma slide numéro 3. Alors là, je vais être assez rapide parce que c'est des choses qui sont quand même assez connues. Bien évidemment, les services de police ou de gendarmerie et les services de secours en cas de blessures et de violences naturellement physiques. Ma slide numéro 4 va concerner, bien évidemment, sur ces violences physiques, la constatation des blessures. Et là-dessus, je vais m'arrêter un peu plus longuement parce que pour nous, avocats, c'est primordial que ces constatations soient faites et qu'elles soient faites dans un délai assez rapide. En effet, vous ne le savez peut-être pas, mais le nombre d'ITT qui va être délivré en fonction des blessures par les services médico-judiciaires, ce nombre d'ITT va déterminer la nature de l'infraction. C'est-à-dire que, en fonction du nombre d'ITT, inférieur ou supérieur à 8 jours, on sera dans un délit ou au-delà du délit. Surtout que, dans le cadre des violences conjugales, on a cette particularité, c'est que en dessous de 8 jours, on est quand même dans un délit, puisque circonstance aggravante, d'avoir été justement en lien avec la victime. Donc, ces constatations de violence sont très importantes. Donc, la victime peut se rendre à l'hôpital, chez son médecin, et si c'est une femme, elle peut même se rendre chez une sage-femme et chez tout professionnel médical pour faire constater ses blessures. Pourquoi je précise l'importance de cela? C'est que dans le cadre d'une procédure et de violence, les délais peuvent être longs entre le moment où la victime va déposer plainte ou va décider d'aller déposer plainte et le moment où elle verra les UMJ, donc les urgences médico-judiciaires. Donc si elle n'a pas encore déposé plainte, ou si quand elle dépose plainte, le délai est long, il faut aller faire constater ses blessures par un médecin, et alors dans ces cas-là, elle pourra fournir tous les éléments concernant les violences qui ont été constatées au service du MJ quand elle sera effectivement convoquée, et elle aura ménagé les preuves, parce qu'effectivement, dans le cadre de violences, les traces peuvent disparaître très vite. Aujourd'hui, on a quand même à sa disposition beaucoup d'éléments, et notamment les téléphones portables qui permettent de prendre des photos datées et qui permettent effectivement de garder une trace des coups subis et des violences subies. Donc, cette constatation des blessures est primordiale et effectivement, elle est vraiment importante pour nous.
Ensuite, dans le cadre de ces violences, la question qui se pose est de savoir, et c'est ma slide numéro 5, si on a la possibilité, de quitter le domicile conjugal, puisque nous sommes sur des violences conjugales avec, pas forcément des ex-conjoints ou des ex-concubins ou des ex-époux. Donc effectivement, il y a de fortes probabilités pour que les personnes vivent sous le même toit. Donc dans ce cadre-là, bien évidemment, on va avoir un outil qui est précieux pour nous, qui est la possibilité d'évincer le conjoint ou le concubin violent. Alors, dans le cadre de plusieurs procédures, d'abord, si la victime a déposé plainte et qu'on est dans le cadre effectivement d'une poursuite, le parquet peut décider d'un placement sous contrôle judiciaire avec interdiction d'approcher le domicile et la victime le temps du procès, ou après le procès dans le cadre d'une condamnation pénale. Et donc, avant tout procès, c'est le juge des libertés et de la détention qui prend cette ordonnance de contrôle judiciaire, qui peut protéger la victime, et ça peut être assez rapide. Bien évidemment, l'auteur des violences conjugales peut être contraint par les autorités de quitter le domicile conjugal, et on le verra tout à l'heure, on a aussi cette possibilité de saisir en urgence le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une ordonnance de protection pour, là encore, demander à ce que le conjoint soit sorti du domicile et que le domicile soit attribué à la victime. Bien évidemment, malgré tous ces dispositifs, dans certains cas particuliers, la victime préfère partir et se cacher pour ne pas que le conjoint sache où elle se situe, parce que bien évidemment, malgré les interdictions judiciaires, il y a des personnes qui ne respectent pas la loi et qui ne respectent pas les interdictions. Donc effectivement, en se voyant attribuer le domicile, la victime sait que le conjoint, même s'il n'a plus le droit de venir, sait où elle habite, et ça peut être très dangereux pour elle. Donc effectivement, il y a des victimes qui préfèrent partir, se faire héberger dans un hébergement d'urgence afin de pouvoir se protéger. Dans ce cas-là, il est quand même conseillé de faire une main courante pour expliquer les circonstances du départ et pour pas que cela soit reproché par la suite, notamment dans le cadre d'un divorce pour faute où on pourrait lui reprocher l'abandon du domicile conjugal. Mais bien évidemment, la main courante ne va pas forcément suffire. Il faut que ce soit quand même suivi des faits, c'est-à-dire qu'on puisse rapporter les preuves des violences concomitantes au départ, la preuve d'une plainte déposée auprès du commissariat ou de la gendarmerie, en tout cas la preuve de l'engagement d'une procédure et d'une volonté réelle de se protéger, et non pas un départ fautif du domicile conjugal. Donc cela, effectivement, ce sont les questions qui sont posées au moment des violences et dans le cadre de l'urgence. Bien évidemment, malheureusement, les victimes de violences ne vont pas forcément au bout de la démarche qui vise, et c'est ma slide numéro 6, à déposer plainte lorsqu'elles sont victimes de violences, quelles qu'elles soient. Donc là-dessus, et sur le dépôt de plainte, il faut avoir à l'esprit que depuis 2017, alors ça commence à dater, la prescription a été modifiée en matière de délit et donc en matière de violence conjugale. Le délit se prescrit désormais par 6 ans contre 3 ans auparavant. Donc ça permet effectivement de prendre plus de temps pour aller déposer plainte, sachant quand même, il faut le préciser, il faut bien avoir cela à l'esprit, ce sont des procédures où le fait de démontrer les violences, si elles sont physiques, et d'avoir des preuves et de se ménager des preuves, font que l'idéal est d'agir dans l'urgence et rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette plainte se dépose au commissariat ou au service de gendarmerie. La main courante est désormais interdite, alors, et normalement, elles ne sont plus autorisées. Il y a encore des commissariats qui les prennent, mais normalement, s'ils prennent une simple main courante, et moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, ils ont désormais l'obligation de transmettre systématiquement au parquet la dite main courante pour savoir si le parquet déclenche ou non des poursuites en matière de violence conjugale. Et moi, c'est arrivé à une de mes clientes il y a quelques années où elle venait déposer une main courante
pour expliquer pourquoi elle quittait le domicile conjugal, donc pour se prémunir et pour ne pas être accusée d'avoir quitté le domicile conjugal sans motif. Et au vu des motifs invoqués, la main courante a été transmise au parquet et monsieur a été convoqué et traduit devant le tribunal correctionnel et bien évidemment condamné, alors que madame n'avait pas déposé plainte. Cette plainte déposée auprès du commissariat doit impérativement être prise et là j'enverrai mes notes parce qu'elles sont beaucoup plus détaillées avec les liens pour dénoncer un mauvais comportement des forces de l'ordre, que ce soit en service de gendarmerie ou en service de police pour les forces de l'ordre qui refuseraient de prendre les plaintes. Vous avez un lien pour pouvoir effectivement vous plaindre de tout cela. Dans le cadre de la plainte et au pénal, l'avantage, c'est que la preuve est libre. Contrairement au civil, on peut fournir tout moyen qui permettrait de mettre en avant les violences. Donc, les enregistrements audio, vidéo, même réalisés sans l'autorisation de la personne qui est filmée ou enregistrée, sont recevables. Tous les échanges par SMS, et d'ailleurs les services de police vous demandent quand vous venez porter plainte, est-ce que l'auteur a reconnu les faits dans le cadre d'échanges de SMS, etc. Tout est recevable et là-dessus, c'est vrai que c'est beaucoup plus aisé que dans le cadre du procès civil. Donc, dans le cadre de cette plainte et de l'enquête menée par les services de police et de gendarmerie, l'auteur va être entendu. Il peut effectivement reconnaître ou ne pas reconnaître les faits. Une confrontation, lorsque les faits ne sont pas reconnus, va être proposée à la victime et sauf cas particulier, je ne peut que conseiller d'accepter cette confrontation. Les services de police sont habitués, ils ont la possibilité effectivement de placer la victime d'une manière telle qu'elle ne sera pas dérangée par l'auteur, elle ne subira pas forcément son regard réprobateur et sa tentative d'intimidation. On peut placer la victime devant, l'auteur étant derrière et les services de police devant la victime. En tout cas, les services ont l'habitude aujourd'hui pour effectivement que la victime puisse comparaître dans le cadre d'une confrontation sans avoir peur. Je dis quelques mots sur la plainte entre les mains du procureur de la République. Là, c'est effectivement un système qui permet de déposer plainte par écrit. Ça permet aussi de préparer du coup la plainte par la victime avec l'aide de son conseil et elle est envoyée par courrier recommandé au procureur de la République qui ensuite traitera la plainte et pourra effectivement renvoyer le dossier au service de gendarmerie ou au commissariat pour que l'enquête soit réalisée. En parlant d'enquête, j'en arrive à ma slide numéro 7. Je ne vais pas du tout faire un cours parce qu'on n'a pas du tout le temps sur la différence entre l'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance, mais je souhaitais simplement vous dire 2 mots. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'en matière de violence conjugale, les victimes ne sont pas forcément prêtes pour aller déposer plainte, elles ne sont pas forcément dans la capacité d'appeler les services de police au moment des violences. Souvent, c'est les voisins qui le font. Et là, on a l'intervention des services de police. Et la différence entre l'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance, c'est quand la police intervient au moment des violences, elle peut tout de suite appréhender l'auteur présumé des violences, le placer en garde à vue et l'enquête va très vite avec la possibilité de constater les coups, l'état dans lequel est le domicile par les policiers, tout de suite. Alors que dans le cadre d'une enquête préliminaire, lorsque la victime va aller déposer plainte plusieurs jours après les faits, là, malheureusement, souvent, les plaintes sont un peu mises de côté. Les services de police ont moins de possibilités d'agir rapidement et ont moins de pouvoir. Donc, effectivement, l'enquête traîne. Et c'est vrai que moi, je vois vraiment la différence entre les enquêtes de flagrance où la police intervient et où, en fait, on va tout de suite, si les faits paraissent avérés, avoir un placement en garde à vue, un placement sous contrôle judiciaire, une
visite de la victime au service des UMJ, etc., contrairement à l'enquête préliminaire qui, là, on va aussi avoir les UMJ, on va aussi avoir l'enquête, mais ça prend beaucoup plus de temps et on a ce problème de la preuve. Donc, effectivement, l'enquête de flagrance permet d'avoir beaucoup plus de pouvoir. Une fois que la plainte a été déposée et que l'enquête a été faite, et c'est ma slide numéro 8, on a les poursuites et les sanctions pénales. Alors, en cas de violence avec un auteur qui n'a jamais été condamné et sur des violences légères et isolées, je dis légères parce que je pèse mes mots, parce que pour moi, des violences subies sont jamais légères, mais en tout cas, le parquet peut décider de ne pas poursuivre l'auteur devant un tribunal, surtout là, dans ce cadre-là, il faut qu'il ait reconnu les faits. Et là, on va avoir plusieurs recours, composition pénale, rappel à la loi, stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences conjugales. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que la médiation pénale n'est plus possible depuis la loi de 2020 parce qu'on estime effectivement qu'on ne peut pas avoir de médiation entre une auteure et entre un auteur ou une auteure et une victime, puisqu'il n'y a pas effectivement d'égalité, il y a un lien effectivement où la victime se retrouve face à son bourreau et elle n'est pas en capacité de faire une médiation. Et d'ailleurs, c'est la même chose avec les médiations civiles, hein, en cas de violence conjugale. Là aussi, on ne peut pas imposer à la victime une médiation. Sur les poursuites pénales, bien évidemment, là, on va avoir le procès pénal classique avec la personne poursuivie qui doit comparaître. La victime n'étant pas obligatoirement tenue d'assister au procès, mais ça peut aussi avoir un effet bénéfique pour se reconstruire derrière ces violences. Ça peut être un premier pas vers la reconstruction, même si un suivi psychologique est fortement recommandé en parallèle, bien évidemment. La décision peut être rendue soit le jour même, soit à une date ultérieure, et la décision de condamnation ou non est susceptible d'un recours dans un délai de 10 jours. Bien évidemment, les peines sont proportionnelles les peines encourues sont fixées en fonction de la gravité et du nombre de jours d'ITT retenus. Alors, je ne vais pas vous faire la liste des peines. Là aussi, je transmettrai mon support où vous aurez tous les articles avec effectivement les sanctions pénales qui peuvent être retenues dans le cadre des violences conjugales.